Quand on va sur le terrain, c'est très difficile de revenir neutre. Ce qu'on a vu des fois nous révolte tellement que c'est très difficile. Je suis une photographe de l'humain, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait des gens sur mes photos, ça c'est sûr. Je suis pas une photographe de paysage. Qu'est-ce qui fait une bonne photographie ? Raconter une histoire, attirer le regard, montrer l'humanité, saisir l'instant décisif avec honnêteté, c'est ce que Livia Saavedra, photographe, pourrait me répondre. Après l'école des Gobelins et une formation de photojournalisme, elle commence à réaliser des portraits pour la presse et pour des agences de communication. En 2011, elle engage une dimension humanitaire dans sa pratique en rejoignant une ONG internationale. À partir de 2017, elle donne à son travail un angle journalistique en montrant celles et ceux que personne ne voit. Son approche reste empreinte de douceur et de sensibilité, même dans les reportages les plus difficiles, en France comme à l'étranger. En 2020, son travail est distingué par le prix IWPA pour sa série Ebola partant de guerre. En 2022, son reportage Les gardiennes des communautés reçoit le Grand Prix Fuji. Elle collabore régulièrement avec Libération, Les Échos, La Croix Hebdo, L'Humanité et réalise aussi ses propres reportages. Je suis enfant de réfugiés politiques argentins. Moi, je suis née à Paris en 1978 et eux sont arrivés en 1976. Et mon père avait déjà, il avait 20 ans de clandestinité, de guérilla urbaine à son actif. Il a rencontré ma mère sur le tard. Voilà, il venait de deux milieux très différents, vraiment, mais comme seule l'Amérique latine peut les faire, c'est-à-dire milieu ouvrier extrêmement pauvre, d'un jeune homme qui s'est syndiqué, et ma mère venait d'une famille très bourgeoise, très néoconservatrice. Voilà, c'est assez étonnant que ces deux personnes se soient rencontrées. C'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour, ouais. Oui. Ouais. Je m'appelle Livia Saavedra, j'ai bientôt 46 ans et je suis photographe. Quand j'ai commencé la photographie, j'avais fait une formation de photojournalisme qui m'a cassé ma confiance en moi et je me suis dit que j'étais pas capable de faire ce métier. Il fallait que je gagne ma vie, j'avais pas mes parents derrière moi, donc en fait j'ai commencé à faire des portraits pour la presse. Je me sentais moins en danger dans ce domaine. C'est bien plus tard, c'est en 2011, quand une amie qui travaillait à MSF, Médecins sans frontières, a décelé cette envie qui était à la fois aussi une envie d'aventure, de sortir en tous les cas, d'une certaine zone de confort. Et donc elle m'a fait rencontrer un ancien collègue à elle qui avait quitté Médecins sans frontières et qui avait monté son ONG, Sinan Kadaj. Et j'ai commencé à bosser pour cette ONG. Et ça a vraiment été le début d'une nouvelle vie. Enfin, ça m'a donné une impulsion assez salvatrice dans mon travail. Sortez du cadre au Festival international de films de femmes du 10 au 19 mars à la Maison des Arts de Créteil. L'engagement était déjà là quand vous étiez photographe pour le Festival de films de femmes de Créteil. Vous aviez déjà un engagement. Je me souviens très très bien comment j'ai eu ce travail. C'était à un moment où j'avais plus du tout de travail et donc j'ai regardé toutes mes cartes de visite et il se trouvait que j'avais fait le portrait d'une réalisatrice un an auparavant pour Libé qui avait été à l'honneur au festival où j'ai appelé la personne qui avait accompagné cette réalisatrice et il se trouvait que le festival recherchait un photographe, donc ils m'ont prise. Oui, après, moi, j'ai toujours adoré ce festival, ouais. Et j'y ai appris beaucoup de choses. Et aussi, ils m'ont appris dans l'engagement. Mon engagement féministe et la structuration de la pensée vient de ce festival. Bien avant que le féminisme revienne sur le devant. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier appareil photo et de votre première photo ? Alors oui, c'était un Pentax Camille que j'ai encore. Et oui, je me souviens, je prenais en photo mes copines et j'avais pris en photo une amie qui, sur le pont de Bir Hakeim,
avec un ciel extrêmement chargé. Et ensuite, je l'avais prise en photo à côté du RER. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on avait le droit de poser à cet endroit-là, mais c'était en 1995. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ça c'est des bonnes photos. Ouais. Quand vous faites un portrait, parce que vous avez commencé comme ça, quelles émotions est-ce que vous recherchez ? Je sais pas. En fait, c'est terrible parce que j'aime pas faire les portraits, mais on ne m'appelle que pour ça. Et on me dit qu'ils sont bons. Et je me sens toujours très très mal à l'aise face à la personne que je prends en photo. J'ai l'impression vraiment de la torturer. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit la moins grande torture possible. Vous cherchez le regard Je cherche le regard et d'essayer quand même de les rendre beaux, ouais. Qu'ils aient une certaine sérénité. Je sais que c'est une torture de se faire prendre en photo. De les rendre beaux, mais de les rendre comme ils sont. Après, c'est peut-être comme ça que ça sort, mais moi, ma volonté, c'est de les rendre beaux et sereins. Après, c'est rare de se trouver beau en photo. Hein. Donc, quand vous abordez un portrait, comment est-ce que vous faites Par exemple, si c'est quelqu'un de connu, vous regardez les autres photos qui ont été faites par vos confrères ou Des pas fois, ça m'arrive, rien que pour savoir quelle est la tête de la personne que je vais prendre en photo. Et ensuite, par exemple, quand c'est pour la presse, il y a des paramètres sur lesquels on ne peut pas jouer. C'est le lieu, le temps. Des fois, on a moins de 2 minutes pour faire une photo. Ça m'est déjà arrivé de faire des photos en moins de 4 minutes. Et la météo, l'espace. Donc, on est obligé très rapidement de faire un portrait qui va être efficace, qui va être beau. Mais ça, tous les photographes de presse sont passés par là. Ouais. Vous avez appris à maquiller les personnes que vous ne les maquillez pas ? Non, je les maquille pas. Non, ça, par contre, c'est un autre... Après, je peux faire de la retouche. Ça, je peux faire de la retouche et retirer un peu les brillances. D'accord. Ça m'arrive de le faire, ouais. Vous travaillez sur quoi en retouche ? Pour faire ça, j'utilise Photoshop. J'ai un Canon R6 Mark II. Donc c'est un appareil photo qui est hybride, donc il n'a plus de miroir. Je ne sais pas si c'est très important, mais c'est très important pour moi parce qu'il a un super bon autofocus. J'ai moins à réfléchir sur la mise au point. Je me suis retiré techniquement une contrainte pour pouvoir plus facilement penser à mes images. Après, ça reste toujours un outil et c'est la volonté derrière qui compte. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter ? Comment on a envie de le raconter ? Et les appareils photo peuvent changer la donne, mais c'est pas l'essentiel. C'est vraiment la volonté intellectuelle derrière. Vous avez quoi comme objectif ? Je travaille avec un 24-70, je travaille avec un 35, je travaille avec un 24 mm. Là récemment pour mes portraits, j'ai acheté un 85 mm. C'est pareil, je suis pas de cette école des journalistes, des photographes qui ne travaillent qu'avec un Leica 35 mm. Je n'ai pas d'a priori là-dessus. Le matériel, c'est le matériel en fait. Faut le laisser à sa place. C'est du matériel. Ma première nécessité, de toute façon, a toujours été de pouvoir gagner ma vie parce que j'avais pas vraiment mes parents derrière. Donc, d'accepter tous les jobs possibles. Et c'est assez tard que j'ai eu suffisamment confiance en moi pour ne plus travailler que avec des ONG pour monter mes sujets. Et de réaliser mes propres sujets toute seule, ça s'est fait assez tard. Est-ce que vous avez eu une photo qui a eu un prix ? C'était un reportage. J'ai eu un prix, le Grand Prix Fuji Les Femmes s'exposent, en 2022, pour un sujet en Colombie sur des sages-femmes afrodescendantes et indigènes qui s'appellent les parteras et qui ont un savoir ancestral qui se transmet de génération en génération. Il n'y a pas vraiment eu de photo phare. Enfin, si, il y a une photo qui a été beaucoup reprise où on voit une sage-femme qui s'appelle Noémie qui faisait sa tournée. Donc, on est allé dans les bidonvilles de Unguilla. C'est vraiment tout au nord du Choco, quasiment à côté du Panama. Et donc, c'est dans une province la plus pauvre de Colombie qui est aux mains d'un cartel de drogue. Donc on est allé dans les bidonvilles et on a rencontré cette femme
qui était enceinte, enfin qui était vraiment dans une situation terrible. Elle était enceinte, elle savait pas trop combien de mois, c'était son 5e enfant et elle vivait dans une situation très précaire. Et donc Noémie est arrivée et lui a passé une serviette derrière les reins et a secoué la serviette pour lui soulager les reins. Et en fait, ça a fait rire tout le monde et donc ça a détendu cette jeune femme. Voilà, mais sur cette photo, on voit beaucoup de détritus qui jonchent le sol. C'était vraiment une misère noire. Est-ce que c'est dur de prendre en photo des personnes en détresse ? J'y suis beaucoup plus habituée qu'avant. Après, il y a toujours des détails qui brisent le cœur et on ne sait jamais lesquels ça va être. Quelques points d'eau, des toilettes mobiles, les médecins du monde qui sillonnent les allées. C'est un bidonville qui ne cesse de grossir aux portes de Calais. Je suis complètement effarée par les conditions d'accueil sanitaire, même si il y a ici des associations qui œuvrent pour restaurer de la dignité à ces personnes. Mais le problème est immense, le nombre considérable. Donc je pense à eux, je pense au froid, à l'humidité permanente. Quand on sait à quoi s'attendre, c'est quand même... c'est toujours moins difficile. En revanche, par exemple, je me souviens d'avoir été en 2015 sur la crise des réfugiés. Je me souviens de mon premier camp de réfugiés et je me souviens d'un photographe que j'avais croisé qui m'avait dit « Ah, c'est ton premier camp de réfugiés ?» Fait, oui, ok. Et c'est quelque chose qui est resté vraiment gravé dans ma mémoire. Et je me souviens, je travaillais pour une ONG avec une jeune femme. Et on est resté très liés sur ces 2 jours qu'on a passés dans ce camp. Parce que toutes les deux, on était complètement dépassées par tout ce qu'on voyait. Voilà. Et après, sans être cynique, c'est vrai qu'on arrive un peu plus à se protéger. Et voilà. Est-ce que votre appareil photo vous protège ? Non, au contraire. Non. Si, dans un sens, parce qu'il faut que je fasse mon travail et donc j'arrive à mettre énormément de distance parce qu'il faut que je fasse mon travail, il faut que j'ai la bonne photo qui raconte l'histoire. Je fais toujours attention à la lumière, au cadrage. Donc oui, effectivement, sur le moment, c'est le travail qui me protège. Après, je trouve que l'appareil photo, je dirais même que c'est une source de danger parce qu'en fait, on va tout de suite nous agresser. Mais est-ce que ça me protège moi ? Non, c'est le travail peut-être qui me protège moi, ouais. Et est-ce que être une femme, ça vous protège ? Oui, parce qu'en fait, sur les terrains compliqués, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, le danger est le même. Et le fait d'être une femme fait qu'on rentre plus facilement chez les gens, chez les femmes, qu'on discute plus facilement. Donc, oui. Et les hommes courent à peu près les mêmes risques que les femmes sur le terrain. Donc, je pense que c'est plutôt un atout d'être une femme. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce métier ? Il y a plein de choses qui sont très importantes. C'est de raconter une histoire en images, d'avoir un angle, d'essayer d'être le plus précis possible dans ce que l'on raconte, de vendre son sujet aussi. C'est économiquement, on ne peut pas ne pas se poser cette question, en fait. Et oui, c'est aussi réussir à diffuser son travail, c'est super important en fait. Comment on peut avoir un récit uniquement avec l'image ? Ah mais en fait, les images doivent raconter des choses, mais une image sans légende ne veut rien dire. Donc voilà, c'est là où il faut être. Quand je disais qu'il faut être très précis dans ce que l'on raconte, c'est la légende aussi. Une photo ne veut rien dire sans légende. Ça, c'était une des premières leçons que j'ai eues en communication visuelle. Quand vous êtes en reportage, est-ce que vous mitraillez ou est-ce qu'à chaque fois vous êtes précise ? Tout dépend en fait, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas mitrailler. En fait, un reportage, c'est
C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'attente, et on a une toute petite fenêtre de tir, c'est le cas de le dire, et là on mitraille. Mais la plupart du temps, en fait, il faut... Pour moi, je dis que c'est pas difficile d'être un bon photographe. En revanche, pour avoir la bonne photo, il faut faire les 10 heures de bateau inconfortables dans la jungle. Et c'est les mois de préparation pour trouver la bonne personne qui va nous amener exactement à l'endroit où on veut aller, etc., etc. Il y a des fois où on peut faire plein de photos, et des fois, en fait, il faut même s'arrêter parce que c'est dangereux, ou en fait, éthiquement, on ne peut pas faire tellement plus de photos parce que on ne peut pas envahir les gens qu'on prend en photo qui sont en train de pleurer un mort. Et il y a des fois, en fait, où on a toute la liberté de faire ce qu'on veut et de faire autant de photos qu'on veut. Mais vous n'avez pas peur par exemple, quand vous sélectionnez les photos, de vous tromper? Ah oui, ça arrive tout le temps, ouais. Mais sur le moment, moi, j'ai aucun recul. J'ai pas vraiment de recul sur mon travail. C'est après, je dirais même que c'est des années plus tard, où il y a des fois, je me dis, tiens, mais en fait, cette photo, elle était super. Et je vais plutôt la remettre en avant et rétrograder des photos que sur le moment j'adorais et qui en fait on raconte beaucoup moins. Et ça, c'est aussi le travail des iconographes, c'est aussi le travail par exemple de mon agent, qui est d'avoir un regard sur mon travail qui est extérieur au mien. Mais quand on a la tête dans le guidon, de toute façon, je shoote et je réfléchis après, moi. Est-ce que vous avez une petite valise de prête en vous disant ça c'est pour quand je pars en reportage, ou est-ce que vous êtes prévenu suffisamment tôt à l'étranger? Ça c'était quand je bossais en ONG, des fois je pouvais partir du jour au lendemain, ce qui était génial. En termes d'excitation, c'était vraiment super. Mais je sais à peu près, quand je pars dans un pays tropical, j'ai pas forcément ma valise de prête, mais je sais que je vais mettre des chemises, des pantalons. Faut toujours prendre ses tongs. C'est super important. Ah oui? Ouais. Je pensais que c'est les vaccins. Les vaccins, je les ai faits. Non, le passeport de prêt. Ouais, le passeport est toujours prêt. Faut prendre du daquin. Ça, c'est vraiment une grande leçon. Le daquin, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le traitement de la malarone pour contrer la malaria, ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas jouer avec. Mais en général, comme je pars avec des équipes médicales, les rares fois où j'ai été malade, soit c'était un coca qui me soignait, soit eux-mêmes me donnaient un antibiotique. Dans quel pays est-ce que vous êtes déjà allé en reportage? Alors, je suis allée pour les pays africains. Ma première mission, c'était en Éthiopie. Ensuite, avec cette ONG, je suis allée en Guinée, Conakry, République démocratique du Congo, Bénin et Sud-Soudan. Pour l'Amérique latine, je suis allée en Colombie et au Brésil. Je suis allée au Népal. Avec des ONG, je suis allée en Irak, en Haïti. Je suis allée au Liban. Ouais, je suis aussi allée du coup à Belgrade, Orgos, ensuite Lesbos en Grèce, Chios, voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où vous souhaiteriez aller? Là maintenant? Je sais pas, en fait, tous les endroits sont super intéressants. Donc, non, moi je vais là où on me propose d'aller, où j'ai envie d'aller, mais j'ai pas de liste, de top liste. Moi, j'aime bien être dans la cuisine des gens, en fait. Oui. Ouais. Plutôt que d'être sur un front, j'aime beaucoup être dans la cuisine des gens, en fait, ou chez les gens. Avec le temps, comment vous avez trouvé votre manière d'être présente sans être trop envahissante? De toute façon, je suis blanche, donc c'est impossible de me fondre en général dans les pays où je vais. Apparemment, j'arrive à bien me faire accepter. En fait, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut être avenant, il faut être à l'écoute, il faut boire beaucoup de thé et de café. C'est donner confiance. Oui, puis c'est de prendre du temps, en fait, avec les gens. Ouais. Des fois, on n'a pas le temps.
Mais en fait, quand les gens veulent bien nous rencontrer, ils ont aussi envie de nous parler, donc on a quasiment gagné, quoi. Vous vous exprimez en français, en anglais, en espagnol? Ouais. Mhm. Ouais. Et signe? Non. Oui, Si, un des petit fois, peu, oui. ouais. Mais oui, j'ai cette chance de parler espagnol couramment, ouais. Ouais. Ce qui m'a beaucoup aidé en Colombie. C'est bien? Ouais. Est-ce que vous avez une personne autour de vous à qui vous parlez, vous montrez vos photos, mais en dehors de votre agent? Ouais, j'ai une amie photographe où on a entièrement confiance l'une en l'autre. On se parle de nos sujets, on se parle de nos doutes, ouais. C'est quoi votre style? Est-ce que vous arrivez à le définir? Non, Ouais. j'arrive pas du tout. Mais peut-être votre agent, elle le sait quand elle vous vend. Alors si, Ouais. je connais quand même mes atouts. C'est de toute façon, je suis une photographe de l'humain, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait des gens sur mes photos, ça c'est sûr. Je suis pas une photographe de paysage. Avec le temps, j'ai appris à composer une photo, mais vraiment c'est ce que je dis, hein, c'est être un bon photographe, c'est mettre tout en œuvre pour arriver à l'endroit où il faut faire la photo. Et on a une idée en tête qui correspond plus ou moins à la réalité. Il faut tout faire pour le mettre en œuvre, en fait, sans intervenir de façon trop artificielle. D'abord, je me renseigne sur ce que font les gens. Et quand il y a quelque chose qui m'éclaire, je lui dis « Alors ça, j'aimerais vraiment le montrer. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas retourner sur ces lieux et vous me montrer ce que vous faites ?» Enfin, il faut de toute façon toujours un petit peu provoquer la photo. Et après, des fois, en fait, la photo, elle est devant nous. Mais souvent, pour raconter des histoires, il faut revenir un petit peu en arrière et reconstruire l'histoire après. The local time is 7:30 p.m. The temperature 70 degrees and the weather is fine. We shall be staying here approximately 45 minutes. Alors après, donc vous êtes avec vos photos, vous rentrez chez vous. Est-ce que vous retravaillez vos photos pour le cadre? Est-ce que je garde mes cadrages. Hein. En général, vraiment, je recadre pas mes images. Je retouche la chromie. C'est une deuxième. Enfin, je viens du traitement argentique et numérique de l'image, donc j'ai appris à tirer des photos en noir et blanc, en couleur, et c'est une deuxième interprétation de l'image. C'est avec le masquage qu'on faisait sous l'agrandisseur, on éclairait certaines zones de la photo. C'était pour créer un chemin. L'œil est attiré par la zone la plus claire de l'image. La zone la plus importante d'une image doit être la plus claire. Et donc tout ce travail de masquage est fait en fonction. Et même mes retouches chromie changent aussi tout autant que ma façon de faire des photos. C'est vraiment quelque chose c'est comme les deux rails d'un train. Ça va de pair. Est-ce que vous travaillez avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça m'est déjà arrivé de travailler avec l'intelligence artificielle pour économiser du temps. Par exemple, j'avais un gros boulot à faire cet été qui tombait pendant les vacances. C'était super compliqué. Et bien justement, au lieu de faire mes masquages manuellement, hop, j'ai cliqué sur une fonctionnalité de Lightroom et en un clin d'œil, en 2 secondes, les visages étaient éclairés. Et donc c'est un outil aussi. Et c'est pareil, l'intelligence artificielle doit rester un outil qui doit nous aider. Alors après, c'est pas dit que ce soit utilisé comme ça. Ça devrait être un outil qui nous permette de moins travailler, de gagner du temps. Je suis pas certaine que ça sera utilisé comme ça. Après, il faut que les grands groupes de presse jouent le jeu et n'utilisent pas de photos issues de l'intelligence artificielle. Voilà. Après, mais l'intelligence artificielle n'aura jamais d'idée. Elle n'aura jamais de concept. Elle ne prendra pas le dessus sur les humains, comme dans les livres de science-fiction. Il n'y aura pas de guerre des IA. Enfin, je pense. Peut-être que je me trompe complètement. Mais en tous les cas, moi, dans mon domaine, qui est le portrait et le reportage, pour l'instant, je vois pas comment l'intelligence artificielle peut me supplanter. Après, dans d'autres domaines, ouais, effectivement, il y a des gens qui
qui vont voir leur travail disparaître. Ouais. Et ça, c'est terrible. Ouais. Je me souviens, et jusqu'à présent, je me souviens. Parce que chez nous, c'est un seul canif pour 12 filles. Canif non stérilisé. La douleur, c'est trop. On ne parle pas de douleur. Tu ne sens même pas la douleur, tellement que tu as mal, mais qu'on n'a pas de choix. Puisqu'on est dans ça, c'est une coutume. Tu es né dans ça, tu as vu grand-mère faire ça, maman faire ça. Toi, tu n'as pas de choix. Comment vous voyez votre avenir, votre prochain projet Là, vous êtes en train de travailler sur un projet ? Alors, je vais peut-être retravailler avec le directeur de mon ONG sur un sujet dans un pays en Afrique, sur les mutilations génitales. Donc ça, ce serait vraiment super parce que finalement, je suis payée pour faire ce que j'aime. Et en revanche, maintenant, je pense que je ne vais plus financer moi-même mes projets et tenter de les faire publier. Et je vais plutôt me consacrer à remplir des bourses, à passer par le circuit des bourses. C'est le seul moyen, je pense, qu'on a d'être visible. Oui, parce qu'en fait, les photos, elles sont faites pour être vues. Oui. Oui, elles ne sont pas faites pour être rangées dans un tiroir, non. Et c'est extrêmement frustrant de revenir et de ne pas publier son travail. Ça, c'est vraiment le plus dur. Et je pense que c'est en obtenant des bourses qu'on obtient aussi de la considération. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour faire ce métier ? De ne pas lâcher. C'est le conseil. Et en fait, ce métier de photographe, il faut aussi être très honnête sur la réalité économique. C'est très difficile de gagner sa vie en tant que photographe. Est-ce qu'il faut avoir 2 métiers alors ? Non, ça par contre non. Non, il faut passer son temps à ne faire que ça, à démarcher. Voilà, si j'ai un conseil, il faut démarcher. Il faut beaucoup démarcher. Il faut démarcher et ce que je n'ai pas fait jusqu'ici, remplir des dossiers de bourse, trouver des financements. De toute façon, c'est beaucoup plus simple quand on vient d'un milieu aisé. Déjà, on a plus confiance en soi, on a les codes, on a les relations. On peut s'acheter plus facilement un appareil photo. Et si on n'a pas à payer un appartement, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Ouais. Et voilà. Quels sont vos combats ? En tous les cas... Est-ce que c'est le bon mot d'ailleurs ? Non, c'est pas tant un combat qu'une sensibilité. C'est beaucoup plus facile pour moi de parler à des personnes de classe modeste. De par tout ce travail que j'ai fait pendant des années avec cette ONG, je suis très sensibilisée aux questions de santé femme-enfant. Comment est-ce qu'on accouche dans une zone de guerre, dans une zone de tremblement de terre ? Voilà, les questions de santé maternelle sont toujours présentes. Et en général, les photojournalistes sont toujours des gens très engagés. Et, Et de toute façon, c'est quand on va sur le terrain, c'est très difficile de revenir neutre. Ce qu'on a vu des fois nous révolte tellement que c'est très difficile de ne pas avoir de combat, en fait. Où est-ce que vous réussissez à trouver la joie dans votre travail ? La sérénité ? C'est quand je rentre, en général, quand je reprends l'avion et que je sais que j'ai fait du bon boulot. Et aussi, de façon très pragmatique, c'est quand je sais que je vais avoir une publication. Où là, je me dis que j'ai rempli mon cahier des charges. Je me souviens même en Colombie, on avait fait des kilomètres et des kilomètres pour... parce qu'il me fallait une photo de femme qui accouchait. Et finalement, j'ai réussi à avoir mon accouchement. Je me revois revenir à l'hôtel et m'écrouler sous mon lit et me dire c'est bon, le travail est fait. Après, j'ai continué. Mais, et en fait, on relâche toute la pression qu'on s'est mise durant des jours et des jours et des jours. Et c'est vraiment ce moment-là de ça y est. Merci. Merci. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.